En 1860, 4 géologues, en provenance des 4 continents, partent ensemble en mission sur le terrain pour prouver une bonne fois pour toutes leur théorie sur la naissance de la Terre et contredire ainsi leur ennemi juré, les océanologues. En effet, les océanologues pensent que la Terre a toujours existé et ont une connaissance seulement empirique du fonctionnement et de l'utilisation des pierres. Les géologues, eux, pensent que la Terre a été créée à une date précise. Une fois qu'ils auront trouvé cette date de naissance, cela leur permettra d'organiser de façon beaucoup plus rigoureuse et efficace que les géologues la nomenclature des pierres. Il ne leur restera alors qu'à compléter ce tableau, et l'être humain sera arrivé au bout de la connaissance scientifique du monde, et ce sera la fin de l'histoire. Nos 4 géologues partent donc à bord du Challenger pour trouver une faille sous-marine qui leur permettra de prouver l'âge de la Terre. En utilisant une technique récente de cloche sous-marine expérimentale, ils découvrent comme prévu qu'il y a bien des fonds sous-marins, ce dont doutaient les océanologues. La Terre est donc principalement faite de pierres. Finalement, ils découvrent la faille. Ils ont réussi à prouver leur théorie, et la face du monde en sera à jamais bouleversée. Mais cette découverte n'est pas du goût de tout le monde. Un groupe de fanatiques religieux monte à bord du Challenger et décime l'équipage pour cacher leur découverte. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que l'un des membres arrive tout de même à leur échapper. Il s'agit de Olaf Petrovich. Une fois à l'abri, il note tous les détails de la découverte du Challenger et les publie dans le numéro 624 de la revue Science. Et comme prévu, le monde en est bouleversé. En Russie, la découverte déstabilise le pouvoir des océanologues en place et laisse éclater une révolution politique sans précédent. Dans le reste du monde, les 4 géologues sont élevés au rang de héros. Et dans la plupart des villes, une statue leur est dédiée. Même dans l'orphelinat de Bilou, qui passe tous les jours des heures à observer et à imaginer les découvertes qu'il pourrait faire. Bilou n'a pas de très bonnes notes en classe. Il ne veut pas apprendre le tableau des nomenclatures des pierres par cœur. Il préfère réfléchir aux nouvelles découvertes qu'il pourra faire. Jean-Jean, au contraire, sourd et muet et fils d'aristocrate, apprend bien tout par cœur. Il explique d'ailleurs à Bilou que la science est finie, qu'il n'y a plus rien à chercher. Il ne reste plus que le Challenger, réarmé pour l'occasion, qui parcourt le monde et fait les derniers relevés, cherchant les 2 ou 3 dernières pierres qui manquent pour finir de compléter le grand Atlas. D'ailleurs, Jean-Jean, grâce à ses parents et à leurs relations, a réussi à avoir une place à bord du Challenger. Mais Bilou ne se laisse pas faire et il pique la place de Jean-Jean et monte à bord du Challenger. Dès lors, pour tout l'équipage, il sera Jean-Jean, fils d'aristocrate et sourd-muet. À bord, il est tout d'abord reçu en grande pompe par le capitaine du bateau, qui attend de ses parents d'importantes rentrées d'argent. Puis, il travaille avec l'équipage et on lui fait noter les relevés de température des courants marins, noter les caractéristiques des nouvelles espèces de poissons et noter les différents types de pierres draguées par le bateau. Mais chaque tâche est plus ennuyeuse pour Bilou que la précédente. L'équipage, voulant titiller un peu le sourd et muet fils d'aristocrate, qu'il trouve fainéant, décide de le bisuter. On lui demande alors d'apporter un plateau de pierre à l'homme de marbre, dans sa cabine en fond de cale. Mais attention à ne pas le contrarier, l'ordre et la place des pierres est très importante. Bilou descend et il découvre un être imposant et immobile, entouré d'une impressionnante collection de pierres. Intimidé, il oublie qu'il est censé être sourd et muet, et lance une remarque désobligeante à l'homme de marbre. Celui-ci, sans un mot, replace simplement les pierres que Bilou avait mal disposées.
Face à Bilou, l'homme de marbre se met à lire des pierres. Bilou n'avait jamais vu quelqu'un faire ça devant lui. C'est une pratique inventée par les aborigènes d'Australie. Elle permet d'atteindre une immense paix intérieure, le temps de l'histoire que la pierre a à raconter. Ensuite, tous les jours, Bilou revient, amener sa dose de pierre à l'homme de marbre, et une amitié naît entre l'homme et l'adolescent. Un jour, Bilou découvre que l'homme de pierre est en fait Olaf Petrovitch, le seul survivant des 4 géologues, le plus grand héros de l'histoire, et son idole depuis toujours. Bilou est très intimidé par cette nouvelle, et change totalement de comportement avec Olaf. Il n'ose même plus le regarder dans les yeux. Ce comportement de Bilou a le don d'énerver Olaf, qui ne supporte pas d'être idéalisé de la sorte. Il est obligé de raconter la vérité à Bilou. Toute la science moderne est basée sur un mensonge. Il y a en effet un détail qu'il n'a pas indiqué dans son article du numéro 624 de la revue Science. Dans la faille, lui et ses camarades ont trouvé une pierre qui n'aurait jamais dû être là, et qui prouve que toute leur théorie est fausse. Les 4 géologues ont tort, et pourtant, le tableau qu'ils ont rapporté des nomenclatures des pierres fonctionne. Et Olaf n'y comprend rien. Le lendemain, le capitaine passe voir Olaf. Il est étonné de le voir aussi en vie, et son œil pétillant. Olaf lui explique alors qu'ils discutent souvent avec le petit nouveau qui lui apporte ses pierres. « Discuter ! Incroyable ! Mais le capitaine comprend soudain que Bilou n'est pas sourd et muet, et qu'il a menti sur son identité. Lui qui attendait une importante rentrée d'argent des parents de Bilou, il décide de le débarquer dès le lendemain au port de New York. Bilou, apprenant qu'il a été démasqué, s'empare de la pierre d'Olaf, bien décidé à mener à bout les recherches de ce dernier, et à découvrir le secret de cette pierre et le véritable âge de la Terre. Pour cela, à la nuit tombée, il fuit du bateau. Olaf découvre que Bilou a volé sa pierre. Il sombre alors dans une colère sans nom. Oh, jamais on ne l'avait trahi comme ça. Il retrouvera Bilou et lui fera regretter son geste.